Imagine une seconde que tu es le président des États-Unis. Tu es assis dans le bureau ovale, tu fixes une carte du monde et tu réalises quelque chose d'inquiétant. Tes rivaux avancent, plus vite, la glace fond, et il y a un énorme angle mort, gelé, qui traîne dans ton jardin stratégique. Alors tu fais ce que n'importe quelle superpuissance capitaliste ferait. Tu décroches le téléphone, tu appelles le Premier ministre du Danemark et tu demandes « c'est combien ?» Quand Donald Trump a lancé l'idée d'acheter le Groenland en 2019, le monde a ri. Les médias ont traité ça comme un délire fiévreux. Le Danemark a qualifié l'idée d'absurde. Les humoristes se sont régalés. Mais voici ce que la plupart des gens ont raté pendant qu'ils faisaient des mèmes. Trump n'était pas le premier président américain à penser comme ça. Il était le troisième. Les États-Unis explorent sérieusement l'acquisition du Groenland depuis plus d'un siècle. Des discussions après l'achat de l'Alaska dans les années 1860, jusqu'à une offre formelle de 100 millions de dollars sous le président Truman en 1946. Et la raison n'est pas l'ego, c'est une question de minéraux, de positionnement militaire, de contrôle de l'Arctique pendant que la planète se réchauffe. Aujourd'hui, on ne parle pas de politique, on parle de la plus grande transaction immobilière qui n'a jamais eu lieu. Et pourquoi les États-Unis restent obsédés par l'idée de la conclure. Bienvenue dans la guerre froide de l'Arctique. Ça n'a pas commencé avec Trump. On est en 1867. Le secrétaire d'État américain William Seward vient d'acheter l'Alaska à la Russie. Les critiques appellent ça la folie de Seward, jusqu'à ce que l'or et le pétrole le transforment en visionnaire du jour au lendemain. Mais Seward voulait plus que l'Alaska. Il a commandé des études internes explorant l'acquisition potentielle du Groenland et même de l'Islande. Sa logique était brutalement stratégique. Contrôler les points de passage clés de l'Atlantique Nord, dominer les routes maritimes, projeter la puissance américaine dans l'Arctique. Avance rapide jusqu'en 1946. La Seconde Guerre mondiale est terminée. L'Union soviétique monte en puissance. Et le président Truman comprend que la prochaine guerre ne se jouera pas dans les tranchées. Elle se jouera dans le ciel, avec des bombardiers survolant l'Arctique. Alors Truman fait une offre formelle au Danemark. 100 millions de dollars en or. Pas en papier-monnaie, pas en obligations, en lingots d'or. Les chefs d'état-major décrivent le Groenland comme indispensable à la sécurité des États-Unis. Si des bombardiers hostiles traversaient la route polaire, le Groenland était le point d'interception. Sans lui, les villes américaines seraient dangereusement exposées. Le Danemark a poliment refusé. Mais les États-Unis n'ont pas abandonné. Ils ont changé de tactique. S'ils ne pouvaient pas acheter la maison, ils loueraient la chambre d'amis, pour toujours. En 1951, un accord de défense a accordé aux États-Unis un accès militaire permanent au Groenland. Un ancrage stratégique qui existe encore aujourd'hui. Et un petit fait amusant, le Danemark a déjà vendu du territoire aux États-Unis. En 1917, l'Amérique a acheté les Antilles danoises pour 25 millions de dollars en or, aujourd'hui connu sous le nom d'îles Vierges américaines. Le précédent n'est pas théorique, il est historique. Pourquoi la géographie est le destin? Mettons nos casquettes d'amiraux. Promis, ça sera rapide et personne ne va se noyer. Le Groenland ressemble à une masse déformée, flottant au sommet du monde. Mais sur un globe ou une carte de stratégie navale, tu vois quelque chose de très différent. Tu vois le Gap, Groenland, Irlande, Royaume-Uni. Dans la plupart des scénarios pratiques, tu dois passer par le Gap, te faufiler entre le Groenland et l'Islande, ou entre l'Islande et le Royaume-Uni. Le contrôle du Groenland donne une base avancée permanente pour les radars, les avions, les capteurs et les systèmes d'alerte précoce. Assis directement entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. Un missile lancé depuis Moscou parcourt environ 8000 km pour atteindre Washington. Depuis le nord du Groenland jusqu'à Moscou, à peine 3200 km. La géographie compresse le temps d'alerte et amplifie l'effet de levier. Maintenant, imagine si les États-Unis possédaient réellement le Groenland. Plus de friction diplomatique pour agrandir les pistes ou déployer de nouveaux systèmes de capteurs. Plus de délais de négociation
pour les mises à niveau du suivi des missiles. Ça devient un territoire souverain. Une zone de défense avancée et durcie en permanence dans l'Arctique, ce qui est enterré sous la glace. Parlons argent. Si tu te demandes pourquoi un magnate de l'immobilier voudrait une île gelée, regarde ton smartphone, ou ta voiture électrique, ou le système de guidage d'un missile de croisière moderne. Le Groenland n'est pas juste de la glace. C'est un coffre-fort massif de matériaux stratégiques. À mesure que la glace recule, les études géologiques ont confirmé d'énormes gisements de terres rares, particulièrement sur un site appelé Kvanefjeld dans le sud du Groenland. C'est considéré comme l'un des plus grands gisements de terres rares, non développés en dehors de la Chine. Terres rares, c'est un nom trompeur. Elles ne sont pas vraiment rares. Elles sont juste brutalement difficiles et toxiques à séparer et raffiner. Mais la technologie moderne en dépend. Les aimants haute performance, les systèmes de guidage, les moteurs électriques, les radars, les satellites, tout ça fonctionne aux terres rares. Les systèmes d'armes avancées seuls nécessitent des centaines de kilos de composants à base de terres rares par plateforme. Avions de chasse, sous-marins, systèmes de missiles. Rien de tout ça n'existe à grande échelle, sans ces matériaux. Voici le cauchemar stratégique pour Washington. La Chine contrôle environ 80 à 90% de la capacité mondiale de traitement des terres rares. Même quand les terres rares sont extraites ailleurs, elles sont généralement expédiées en Chine pour le raffinage. Si Pékin restreignait un jour les exportations, de larges portions de la fabrication occidentale, y compris la production de défense, ressentiraient le choc immédiatement. Le Groenland représente l'un des rares chemins réalistes pour diversifier cette chaîne d'approvisionnement à long terme. Le changement climatique est une catastrophe pour la planète, mais une mine d'or potentielle pour le commerce mondial. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'océan Arctique était un mur gelé. Si tu voulais expédier un conteneur de Shanghai à Rotterdam, tu devais prendre la longue route à travers la mer de Chine du Sud, l'océan Indien, puis le canal de Suez. Ce voyage prend typiquement 30 à 40 jours. Mais à mesure que la glace arctique recule, de nouvelles routes s'ouvrent. La plus importante est la route du nord de la Russie, longeant la côte sibérienne. En conditions estivales optimales, elle peut réduire le trajet Asie-Europe de 10 à 15 jours, souvent une réduction de 25 à 35%. Les économies de carburant seules se traduisent en milliards de dollars annuellement pour les compagnies maritimes mondiales. Dans le futur, un chemin encore plus direct, la route transpolaire, coupant droit à travers l'océan Arctique central, pourrait devenir viable à mesure que la glace continue de s'amincir. Le Groenland est adjacent aux portes d'entrée de ces nouvelles voies maritimes. Celui qui construit les ports, les hubs de ravitaillement, les chantiers de réparation et l'infrastructure de recherche et sauvetage à proximité devient effectivement le péage logistique de la future économie arctique. La Chine appelle ouvertement cette vision la route de la soie polaire. Elle voit le transport arctique comme un moyen d'acheminer des marchandises vers l'Europe plus rapidement et de se diversifier loin des points de passage vulnérables comme le canal de Suez. Mais voici le problème. Comment acheter un pays sans l'acheter? Maintenant, rencontrons quelqu'un qu'on oublie toujours dans cette histoire. Il s'appelle Malik. Il a 45 ans. Il est pêcheur à Ilulissat, sur la côte ouest du Groenland. Sa famille pêche le flétan depuis 4 générations. L'année dernière, Malik a regardé un navire de recherche chinois passer devant son bateau. Le mois dernier, il a vu un diplomate américain serrer des mains à la mairie. La semaine dernière, un journaliste danois lui a demandé ce qu'il pensait de l'offre de Trump. Le Groenland a déjà sa propre langue, son propre parlement, son propre drapeau et le contrôle de la plupart des politiques intérieures. Mais son passeport dit toujours Danemark, et les décisions de politique étrangère et de défense sont prises à Copenhague, à près de 3200 km. Les sondages montrent constamment qu'une forte majorité des Groenlandais, des gens comme Malik, soutiennent l'indépendance en principe. Souvent entre 60 et 80%. Le rêve de pleine souveraineté est réel. Mais il y a un hic. Chaque année, le Danemark envoie au Groenland une subvention globale d'environ 600 millions de dollars.
Ce seul transfert couvre plus de la moitié du budget public du Groenland et environ 1/5 de son PIB entier. Cet argent paie les hôpitaux, les écoles, l'infrastructure, les systèmes énergétiques et les services sociaux. Sans lui, l'économie se contracterait brutalement. L'indépendance sans financement de remplacement signifierait une austérité immédiate et une chute du niveau de vie. Donc voici la vérité brutale. Le Groenland ne peut actuellement pas se permettre d'être pleinement indépendant, à moins que quelqu'un remplace l'argent du Danemark. L'option militaire, et maintenant, on est ici. Janvier 2026. Si tu pensais que cette histoire n'était qu'un tweet bizarre de 2019, tu n'as pas fait attention. Ce qui a commencé comme une maladresse diplomatique s'est transformé en brinkmanship stratégique sérieux. Début janvier 2026, la Maison-Blanche a confirmé que le président Trump et son équipe de sécurité nationale explorent activement un large éventail d'options pour sécuriser le Groenland, de l'acquisition négociée aux accords de sécurité élargis. Dans un briefing de presse, l'attaché de presse a déclaré que l'utilisation de l'armée américaine est toujours une option. Oui, tu as bien entendu. L'armée, pour un allié de l'OTAN, en 2026. On nage en plein épisode de House of Cards, sauf que c'est réel. Et Malik, notre pêcheur. Il regarde les nouvelles le soir et se demande si son petit-fils grandira groenlandais, danois, américain ou autre chose. Alors, pourquoi les États-Unis veulent-ils acheter le Groenland? Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de plus de glace. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut ruiner un paysage vierge. C'est parce que la carte du monde change. Pendant 500 ans, l'océan Atlantique était le centre du monde. Pendant les 50 dernières années, c'était le Pacifique. Mais les 50 prochaines années, l'avenir sera décidé dans le nord. Le Groenland est le bouchon dans la bouteille. Il détient les minéraux pour notre technologie, les radars pour notre défense, et les clés des nouveaux océans qui s'ouvrent au sommet du monde. Les États-Unis voient le Groenland comme un bouclier. La Chine le voit comme une batterie. Le Danemark le voit comme une responsabilité. Et les Groenlandais, comme Malik, ils veulent surtout la stabilité, la dignité et un avenir où leurs enfants peuvent pêcher en paix. La question n'est pas de savoir si le Groenland va devenir plus précieux. La question est comment le monde gère cette valeur. Avec la diplomatie, avec l'argent, ou éventuellement avec la force, la glace fond. Et à mesure qu'elle disparaît, elle révèle la chose la plus dangereuse de toutes, la cupidité.